Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 6 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Émilie André Fumé, diététicienne, comportementaliste alimentaire qui utilise l'hypnose. Bonjour Émilie. Bonjour, Émilie. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Alors, tu le sais, aujourd'hui, on va parler du comportement alimentaire des jeunes et des ados, de plein de sujets autour de tout ça. J'aime bien commencer par une petite présentation. T'es qui, toi? Alors, qui je suis, moi? Je suis Émilie. Certains peuvent se demander l'accent. Je viens du sud de la France. Je suis à Nîmes, dans le Gard. Je suis une très jeune quarantenaire et qui commence à bien avoir trouvé un bon équilibre entre sa vie de jeune maman de deux jeunes enfants, sa vie professionnelle, comme tu as pu dire, avec mon cabinet de diététicienne et aussi, très important, beaucoup plus récent, sa vie personnelle avec mes patients, mes amis et prendre du temps pour nous aussi, accompagnants, on en a besoin. C'est important, carrément. Donc, du coup, ton métier, comment tu pourrais nous le décrire? Alors, je suis diététicienne en cabinet libéral. Derrière ce mot diététicienne, on visualise beaucoup de choses. C'est personnellement une reconversion professionnelle il y a une dizaine d'années. Et autour de moi, quand j'ai dit ça, des gens de ma famille sont devenus blancs et m'ont dit «Ah, il va falloir qu'on mange de la salade sans aucune matière grasse.» Et non, malheureusement, on a encore un petit peu cette image derrière nous. C'est une image que je combats vraiment au quotidien. Donc, c'est pour cela que je mets un peu plus en avant le mot comportementaliste alimentaire. Parce que vraiment, pour moi, tout ce qui est sur cette planète est très bon. Donc, il n'y a aucun aliment qui fait grossir, aucun qui fait maigrir. Et tout se joue autour de notre comportement alimentaire qui vient beaucoup de notre psychologie également, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, je me suis installée comme diététicienne. Et puis, rapidement, j'ai vu que cette formation-là ne me permettait pas justement d'aller trop toucher tout l'émotionnel. Et c'est là où j'ai rajouté l'école d'hypnose qui m'a permis d'accéder à toute cette partie-là. Et là, je m'éclate avec quelque chose de bien complet du coup autour de tout ça. Génial. Ok, c'est quoi qui t'a amené, tu viens de nous parler d'une reconversion, c'est quoi qui t'a amené à cette reconversion du coup? Le sens, je dirais. Cette reconversion a été très longue, hein. J'ai fait 5 métiers avant cela, en très peu de temps, où constamment je changeais. Non, ça me va pas, je me suis trompée. Allez, on repart. Et ça m'a jamais fait peur. L'avant-dernier métier, j'étais commerciale, donc le sens, tu peux le chercher. Effectivement, c'est un peu difficile. J'avais du mal avec ça, mais en tout cas, c'était dans le milieu médical. Donc, cela m'a permis de mettre un pied dans le milieu médical, paramédical. J'ai adoré l'ambiance dans les cabinets. J'ai adoré en tant que commercial, on faisait beaucoup de staff dans les hôpitaux où on était donc entouré de quelque chose de très pluridisciplinaire. On entendait, nous simplement commerciaux, on présentait nos produits, mais on entendait entre eux parler de leurs différents patients qu'ils avaient en commun, échanger autour avec chacun leur spécialité. Et ça me faisait kiffer. Je trouvais ça hyper passionnant. Et donc, quand j'ai encore réfléchi à me réorienter, je me suis dit, OK, là, je crois que je commence à trouver ma voie, le médical, le paramédical. Donc, j'ai commencé, je suis arrivée dans la diététique. Là, je t'avouerai que c'est un petit peu du hasard. Ça aurait pu être de la psycho. Je cherchais là-dedans. Je savais que je voulais également travailler en libéral pour pouvoir gérer mon temps. Je commençais à comprendre que les contraintes d'un temps de travail imposé, ça ne m'allait pas du tout, du tout. Et vraiment, la ligne conductrice, c'était de trouver un sens à ce que je faisais. Et même Hmm. en allant là-dedans, le sens n'est pas forcément venu la première, la deuxième année. Mais ce qui est très beau, c'est qu'au fil de la pratique, au fil de l'enrichissement de ma pratique en cabinet, au fil des rencontres avec mes patients, ça prend de plus en plus de sens. C'est chouette. C'est chouette, tu nous embarques quand tu racontes tout ça, effectivement. C'est un peu comme si c'était un fil que tu avais tiré, quoi. Quelque chose qui est une évidence de ce C'est que j'entends. ça. C'est chouette. Oh, une évidence qui a été longue à trouver, mais, Ouais, mais le fil, on peut le remonter et on comprend les petites parties de ce fil. Ouais. ouais, c'est chouette. Tu sais qu'on aborde aujourd'hui le sujet des ados et jeunes Mhm. adultes. Est-ce que vous pourrais nous décrire en quelques mots ton adolescence à toi? C'était comment? Hmm. Grand, grand sujet.
Je crois que le fil commençait d'ailleurs là, effectivement, et qu'on peut le comprendre. Une ado qui était assez tourmentée, qui se questionnait énormément, qui cherchait beaucoup qui elle était, qui cherchait du sens dans une vie où elle n'en trouvait pas trop. Ça commençait déjà là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et aujourd'hui, avec le recul, quand j'accompagne des ados, on en parlera, mais du coup, je trouve que tout ce que j'ai ressenti était juste normal. C'est ce que ressentent énormément d'adolescents à cette période-là. Donc, avec le recul, je regarde avec tout ça avec un grand sourire. Et ça a été le début de ma construction, finalement, cette phase difficile où j'ai commencé à comprendre qu'il me fallait vraiment du sens, que c'était la priorité pour moi. Mais du coup, j'en manquais à cette époque-là. Je manquais de réponses, je manquais d'écoute à cette époque-là. Il y a du générationnel aussi. À cette époque-là, on parlait beaucoup moins de développement personnel, d'accompagnement. Et j'étais un peu seule face à tous ces questionnements. Je comprends. C'est quoi ton plus aujourd'hui dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes pour toi? Alors, je crois que c'est peut-être d'en avoir un petit peu chié, excuse-moi du mot, si on peut. Donc, je crois que je les comprends beaucoup, de me mettre à leur niveau, de les prendre en tant qu'adultes. C'est une phase de transition, l'adolescence, et c'est un chamboulement comme un volcan qui exploserait à l'adolescence. Et c'est une phase qui est absolument nécessaire et souvent, bien souvent absolument normale dans la transition pour trouver l'adulte qui sont. Et au sein de leur famille, au sein de leurs parents, et en tant que parent aujourd'hui, je comprends aussi, c'est normal, le parent garde sa position de parent et le voit toujours comme leur enfant. Et donc, il a une difficulté à l'accompagner bien. Et je crois que cet accompagnement doit également souvent venir de l'extérieur et qu'il est important, du coup, qu'ils trouvent quelqu'un face à eux qui, d'un coup, les considère comme un adulte, leur parle comme un adulte et fasse un partenariat avec lui pour l'aider à construire sa vie à lui. Ouais, c'est cette notion de responsabilisation en fait. Oui, Sujet et qui- que j'ai eu à cette période d'adolescence, là vraiment, grâce à un thérapeute qui a, je crois, forgé ma personnalité de thérapeute, qui était un psychologue où en pleine crise d'ado, mes parents gentiment m'ont dit, tu vas aller voir un psy, ça va te faire du bien. Et il a eu cette approche-là. Il a eu cette approche de très rapidement me couper la parole quand j'en mettais des couches sur mes parents, comme tout bon ado souvent, et en me foutant un bon coup de pied là où je pense et en me disant maintenant, tu as 17 ans, donc tu vas construire ta vie. Est-ce que c'est clair? Et en parlant vraiment très sèchement. Alors, il avait peut-être senti qu'il pouvait le faire avec moi et que c'est ce dont j'avais besoin. Donc, on va adapter ça, bien sûr, à qui on a en face de nous. Mais ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie et il m'a donné un électrochoc où je me suis dit, ben oui, effectivement, il faut que je construise ma vie. Et j'ai arrêté de lui parler de mes problèmes et à partir de ce jour-là, j'ai cherché les solutions pour avancer. Et donc, c'est grâce à lui, vraiment. Je crois qu'on a tous des déclics un peu comme ça, tu sais, à un moment où ça fait tilt de se dire, ouais, ben c'est ça en fait qu'il me faut. C'est un truc qui vient de l'intérieur, mais qui parfois est amené par l'extérieur. C'est toujours intéressant de se poser cette question-là. Tout à fait. Qu'est-ce qui te marque souvent dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes? La première rencontre, les quelques premiers instants où souvent j'ai leur visage, tu vois, qui se fige en moi. Là, je suis en train d'en voir qui défile. Ces quelques premières secondes où ils rentrent dans le cabinet, leur visage se fige, leur expression de visage se fige. Et ça, j'arrive à m'en souvenir jusqu'à la fin de l'accompagnement. Et où on a quelqu'un qui arrive bien souvent, un ado qui arrive vraiment souvent comme assez désespéré au bout de sa vie et de sa jeune vie, pourtant qui ne fait que commencer. Et à quel point ça peut bouger très, très vite. En fait, c'est ça qui me surprend avec eux, cette capacité énorme qu'ils ont à comprendre les choses, à avoir besoin aussi qu'on leur explique très clairement les choses. Et ils n'ont pas besoin de 10 000 séances, ils n'ont pas besoin de leur expliquer pendant 100 ans. Je trouve que très vite, ah ok. Et très vite, ils se l'approprient à eux et très vite, tu peux faire bouger les choses. Donc, je dirais, c'est cette rapidité. Ils arrivent, ils sont avides, en fait, qu'on les écoute, qu'on partage. Et de là, ça fait une belle boule de neige et ils amènent leur sortie à eux.
Génial. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est une génération qui va super vite et qui, du coup, fonctionne à 100 à l'heure, mais qui, pour autant, va assez profondément dans les choses, se renseigne sur plein de trucs et a besoin de comprendre. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans cette recherche de sens, en fait, qu'on a quand on est ado. C'est que quand on voit le monde qu'à travers les lunettes de nos parents, qui nous paraissent bien restrictives parce qu'on les a pratiquées toute notre vie et même s'ils nous ont donné tout l'amour qu'ils ont pu, ben, c'est un peu limité en tout cas. Enfin, ça ne nous suffit pas à ce moment-là. Et donc, ce que j'adore dans l'accompagnement des ados, c'est vraiment ce truc-là, c'est qu'ils ont une capacité dingue à prendre les choses pour eux et à avancer avec et à en recréer leur propre sauce. C'est fou. Merci de nous le rappeler, quoi. Ouais, et tu vois du coup ce visage à la fin qui est pas le même. Ouais. Et ils campent bien droit, leur posture change et tu vois qu'ils avancent sur leur chemin. C'est qu'un début de chemin. On les a aidés à être sur ce début de chemin, mais après, ils vont en faire plein de choses. Ça leur appartient, ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est très important pour moi, qui est ce rapport émotion-alimentation, ces problématiques de poids, dans le monde dans lequel on vit, où l'image du corps est tellement importante. Alors, même s'il y a beaucoup de choses qui changent avec le body positive, avec plein de choses qui sont mises en place, mais avec leurs limites, en fait, on est bien d'accord. La Ouais. question, c'est, aujourd'hui, sur ce thème, on sait que le rapport au corps est particulier et par conséquent, leur rapport à l'alimentation. Lors de la préparation de ce podcast, on en a beaucoup parlé dans le fait que la stature, enfin, la forme physique, le poids ont une importance dans la découverte de leur identité. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Alors, tout à fait. Et déjà, il y a une façon aussi très inconsciente. Aucun de nous peut savoir parce qu'on a tous nos filtres et on va pas le prendre de la même manière. Mais si tu regardes effectivement, la corporalité, elle influe sans qu'on s'en rende compte dès tout petit, ne serait-ce que dans les dessins animés Disney ou autres, tu vois que les princesses, elles ont toujours une taille de guêpe, elles sont incroyablement belles, donc la fille va être particulièrement fine. À contrario, les personnages plus méchants, soit ils vont être dans des extrêmes, soit dans l'hyper maigreur avec des traits, tu vois, très marqués comme Cruella dans les 101 Dalmatiens, tu vois, très maigre, des choses comme ça, soit à l'inverse, une très forte corporalité, comme la sorcière dans La Petite Sirène, tu vois, au fond de l'eau. Pour les garçons, ça va être différent. Le garçon va être présenté à travers des films ou autres comme le petit garçon rondouillé, c'est celui qui fait rire, celui qui est un peu bené, un peu bêta. Il y a des films là-dessus aussi, pas que des dessins animés. Donc plus tard, il y a des films et il sera toujours présenté comme cela. Donc il y a déjà depuis enfant une vision inconsciente donc du poids. Donc certains vont y faire attention et d'autres pas parce qu'ils ne sont pas sensibles à ça. Et lorsque tu arrives à cette période d'adolescent où ils sont vraiment dans une recherche d'identité, en fait, ce qui est très particulier dans le poids et dans le surpoids, c'est que du coup, ils sont dans quelque chose qui, euh, si on les reçoit en consultation, c'est que donc ils ne sont pas bien avec. Si, je ne vois pas évidemment ceux qui vont bien avec, donc je te parle de cela. Donc, ils ne sont pas bien dans ce poids. Ils viennent consulter pour ça. Et pourtant, sans s'en rendre compte inconsciemment, leur comportement va pour aller encore plus dans le poids, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça leur permet de forger leur personnalité, parce qu'ils sont en train de transformer ça qui leur cause une souffrance en force, en fait. Donc, un adolescent, souvent donc garçon en surpoids, va d'un coup, il cherche à s'identifier. Il sort de la phase enfant, il cherche à s'identifier à un adulte. Donc, il va chercher inconsciemment des référents adultes qui ont cette corporalité-là. Et donc, en ce moment, tu vas beaucoup être sur des rappeurs américains qui ont une forte compulence, qui ont les grosses chaînes, la casquette et qui sont un peu dans du coup dans une protection. Ils sont là dans quelque chose d'assez agressif. Et donc, le garçon va se mettre peut-être à écouter du rap en même temps et d'en être au sein de ses copains. Ce sera le copain qui va protéger les filles, le copain qui est là, qui se positionne avec sa corporalité. Et donc, elle est en train de l'aider, sa corporalité. Et donc, il va encore plus aller dans des déviances alimentaires qui vont augmenter son poids, augmenter son IMC. Et voilà pourquoi sa difficulté à sortir de ce comportement alimentaire-là, qui ne lui plaît pas quelque part. Mais en fait, il va falloir réconcilier tout ça. Et pour l'aider à sortir, c'est vraiment en travaillant sur la personnalité, sur trouver ton identité sans avoir besoin de cet artifice.
Tu penses que c'est vraiment dans ce sens-là? Parce que j'avoue que j'ai plutôt tendance à penser que c'est parce qu'ils sont mal avec leur poids qu'ils cherchent à trouver la possibilité de s'identifier à quelque chose qui leur ferait du bien. Tu vois ce que je Oui, veux dire? tu as raison. Inconsciemment, ça leur fait du bien. Mais ça, tu vois, ils n'ont pas compris encore ce lien. Eux. Ouais, Ce lien est totalement inconscient. Vraiment, en d'accord. consultation, je vois pas quelqu'un qui me dit, ah ben tiens, je vois tel artiste, je ressemble à lui. Alors, c'est complètement inconscient. Mais au fil de l'accompagnement, ça, tu vas le trouver et tu vas réconcilier. Pour moi, le poids n'a jamais été. Donc, j'accompagne depuis plus de 10 ans uniquement sur cette thématique-là. Le comportement alimentaire et dans 80% des cas, le surpoids. Je suis une grande convaincue que jamais cette part qui nous pousse à manger, qui est pour moi l'inconscient, jamais un inconscient a voulu que l'on fasse 100 kilos, que l'on ait mal aux genoux, que l'on soit mal dans notre peau, que l'on ait des problèmes d'hypertension artérielle. Jamais. C'est qu'à travers ça, il a voulu quelque chose de positif pour Bien nous. sûr. Et donc là, c'est pareil, cet adolescent qui va à la nourriture, c'est que son inconscient est en train de lui dire, affirme-toi, sois toi, existe, montre qui tu es, et que malheureusement, il a mis en lien l'alimentation pour réussir ça. Donc, son inconscient voit quelque chose de positif dans l'alimentation. Il n'a pas capté, lui non plus, que ça va faire au résultat final qu'il va être en surpoids et Mm. que ça va être difficile pour lui d'atteindre ce que l'inconscient a toujours cherché, le bien-être, à cause justement de ce surpoids. Donc, il a mis en place un comportement dans un objectif d'arriver à quelque chose au niveau personnalité, affirmation de soi et bien-être. Et ce propre comportement nous empêche d'atteindre au final cet objectif. Et une fois que tu es en hypnose, tu vas trouver ce bénéfice, en fait, recherché, et que du coup, tu réconcilies. Souvent, dans le poids, on a des personnes qui se battent contre leur comportement. Ça ne marchera jamais. Il ne faut pas se battre contre cette part de moi qui me pousse à manger. Il faut l'accueillir. Mm. OK, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, elle lui dira jamais, je veux que tu manges, en caricaturant. Elle lui dira, je veux que tu sois toi, je veux que tu vives, je veux que tu sois heureux. Et en allant réconcilier ça et que ça finisse à la fin sur un beau waouh, mais merci d'avoir si bien pris soin de moi pendant toutes ces années. Maintenant, j'ai entendu. Maintenant, j'ai d'autres ressources que j'avais pas à 12 ans quand je me suis mis à manger au-delà de mes besoins. Alors, je te remercie. Je n'ai plus besoin de ce comportement et je vais arriver au même résultat bien plus facilement. J'espère Ouais, avoir répondu à ta question. ça me va. Non, 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 si, c'est intéressant comme approche parce qu'effectivement, il y a cette idée, cette notion d'intention bienveillante et d'intention positive que moi, j'ai tendance à mettre en avant souvent. Et je trouve ça vraiment intéressant de l'entendre. Euh, Moi, je crois aussi, et enfin voilà, je t'en parle pour avoir ton avis aussi là-dessus, Bien que la sûr. société a aussi un gros impact là-dessus, à plein de niveaux, que ce soit par l'image du corps, que ce soit par l'image de comment je me réconforte, de quelle manière ça fonctionne, par le côté culturel, si on vit aujourd'hui. Enfin, le podcast s'adresse à des gens qui sont en francophonie ou en France, on va le dire clairement. Enfin, même si la francophonie, c'est complètement OK, mais on a quand même une culture où on mange au mariage, aux enterrements, quand ça va pas. C'est quelque chose qui est assez omniprésent. Et c'est quelque chose qui pose souvent problème, à mon sens, culturellement. Je m'explique. Euh, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir en disant ben, je vais retourner dans ma famille, mais vous comprenez, j'ai eu ma fille et j'ai pris du poids et ben, je suis pas bien avec l'idée qu'on me voit avec ces kilos en trop, quoi. Et je te dis ça, c'est pas un acte isolé, c'est Bien véritablement sûr. des dizaines et des dizaines de clientes qui me disent ça. Je ne suis pas à l'aise avec les kilos que j'ai pris, que ce soit pour une grossesse ou pour autre chose, peu importe. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. Et j'ai l'impression il y a un truc qui se joue là. Oui, alors c'est pas qu'une chose, c'est tous les exemples que tu as dit, et c'est ça qui est complexe dans le poids, c'est qu'il y a tellement, tellement d'axes, et dans le comportement alimentaire, notre comportement alimentaire, il est influencé par ce que l'on entend dans les médias, dans la télévision, par ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, par l'image, par la propre culture de notre famille, qui est différente d'une famille à une autre, d'une origine à une autre, par la zone géographique en France où tu vis. Il n'y a pas le même impact du poids sur la Côte d'Azur que dans la Creuse. Donc, tout ça,
tu fais un gros package de tout ça et ça va avoir du coup des résultantes totalement différentes d'une personne à une autre. Et c'est tous ces facteurs-là qu'il faut envisager avec nos consultants pour les accompagner dans la cohérence de eux qui ils sont. Mais là-dedans, je crois qu'il faut justement, et c'est ça la problématique dans le poids, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup trop influencé par les médias et par ce qui est dit autour. Et en fait, ça nous a complètement perdus. Et même aujourd'hui, dans des messages du PNNS, Plan National Nutrition Santé, donc dans des messages quand même qui sont censés être pour aider les gens, car la problématique poids ne fait que augmenter. Il y a de plus en plus de gens qui en souffrent. Et dans les plans qui sont mis en place, moi, je suis pas en accord avec ces plans-là. Donc, dès que ton enfant est devant la télévision en train de regarder un dessin animé et qu'il entend manger 5 fruits et légumes par jour, ainsi de suite, il y a de suite des messages qui sont mis dans la tête d'un enfant qui, lui, il regarde un dessin animé. Il n'a pas de problème de poids et il ne s'est jamais posé la question de je dois manger quoi. Et pourtant, on est en train de lui en mettre des questions. On est en train de lui mettre des injonctions et ça part de là, le problème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de messages. Je crois que nos grands-parents n'entendaient absolument pas parler de qu'est-ce que l'on doit manger, de où est-ce qu'on trouve des oméga 3, du bienfait des graines de chia. Et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problématique poids. Ils s'en sortaient très bien. Donc aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'infos nutritionnelles et pourtant, on n'a jamais été autant perdu avec l'alimentation. Donc, et attention, des parents qui veulent bien faire, il y a une telle peur aujourd'hui de l'obésité, du surpoids, que dès que l'enfant est petit au biberon, on va chercher à contrôler son alimentation. Et pour moi, c'est la base qui fait qu'aujourd'hui, ça a explosé, ces problématiques-là. Donc, attention, le parent veut bien faire, mais en faisant ça, eh ben, il ne suit pas l'instinct de son enfant qui est naturel et on va à des gros dégâts. Donc, mon côté diététicienne et hypnose, je le dis souvent aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour déshypnotiser les gens de tous ces messages-là qui sont contre-productifs. Je suis bien d'accord. J'ai eu un exemple proche de moi qui m'a énormément marqué. Une maman qui venait d'accoucher d'un bébé tout petit et qui l'avait mis au sein pour l'allaiter. Mais tu sais, le lancement de l'allaitement avec le temps que ça peut prendre. Et puis un bébé tout petit, on le met beaucoup au sein pour favoriser la montée de La lait, montée de lait. etc. etc. Et elle, je vais la voir, et puis moi, j'ai beaucoup allaité mes enfants, donc du coup, on se connaît bien, et elle me dit, ben, tiens, tu m'aideras à le mettre au sein, tout ça. Ben, je dis, bah, pas de problème, je te montrerai la bonne position, enfin, voilà, mais juste entre nous, quoi. Et puis elle me dit, non, non, mais je crois pas que je vais l'allaiter parce qu'il demande vraiment trop au sein, et je voudrais pas qu'il soit gros. Le bébé, ça m'a marqué parce que le bébé, il avait 3 jours, quoi. Elle était encore à la maternité, la montée de lait n'était pas faite. Et du coup, c'est une maman qui a préféré lui donner le biberon sous prétexte que elle voulait pas qu'il soit gros. Mais c'était vraiment un truc, je sentais que ça venait des tripes, quoi. Ouais. C'était pas juste comme ça, hein, c'était vraiment une grosse souffrance. Aujourd'hui, ce petit garçon, moi, ça me marque énormément parce qu'il est carrément en dessous de la courbe, alors qu'il a quasiment 4 ans et que franchement, il est tout petit et qu'il est fin. Bon, il est très vif et tout va bien et il n'y a pas de... Voilà. Mais ça m'a toujours questionné sur l'impact de cette pensée, cette croyance qu'a eue cette maman très bienveillante et pleine d'amour pour son bébé. Bien sûr. Dès la naissance, quoi. C'est là, tu touches du doigt une problématique que j'ai beaucoup, enfin un questionnement, je dirais plutôt, que j'ai énormément eu tout au long de ces années de pratique dans l'accompagnement enfant-ado. C'est que souvent, je me suis posé la question, mais je reçois qui? Je reçois l'enfant, l'ado ou le parent? Parce qu'un parent qui n'a pas un comportement alimentaire normal, et c'est-à-dire c'est quoi un comportement alimentaire normal? C'est quand tu es dans une sérénité totale, que tu as confiance en ton corps parce qu'on a des systèmes de régulation naturels qui nous maintiennent à notre poids naturel. Donc à partir du moment où tu te poses pas de questions, bien sûr tu as une alimentation cohérente, voilà, mais un plat de lasagne est équilibré, un cassoulet n'a jamais fait grossir personne et un gâteau fait maison est juste rempli d'amour. Y a pas de problème avec tout ça. Donc, à partir du moment où tu as ça, si tu es complètement serein et que tu fais du coup confiance à ton propre instinct, tu vas faire confiance en l'instinct de ton enfant et ton enfant n'aura jamais de problème. Mais si d'emblée, toi-même, tu as trop de questionnements, comment veux-tu que l'enfant soit dans quelque chose de naturel? Donc, effectivement, je pense que souvent, il est intéressant de travailler, que si un jour on veut qu'il n'y ait plus d'enfants qui aient des problématiques poids, je crois qu'il faut surtout travailler
sur les futurs parents, avant même qu'ils aient un enfant, bien s'assurer qu'ils soient, eux, sereins avec tout ça. Ce qui est bien notre cible avec les ados et jeunes adultes, hein, parce qu'ils seront probablement les futurs parents de demain. Et voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que là, c'est une phase qui est sympa de travailler. Bien évidemment, qu'ils aient la compréhension que leurs parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient à l'instant qu'ils pouvaient et tout pour eux et dans l'amour. Et que là-dedans, il y a des apprentissages qui n'ont peut-être pas été bénéfiques et on va donner des nouveaux apprentissages et un nouveau comportement et que lui trouve son propre comportement alimentaire. Il n'y a aucun comportement alimentaire, il n'y a pas à dire on mange matin, midi et soir. Ce sont des traditions françaises qui ne sont pas dans d'autres pays. Il n'y a pas à dire on ne saute pas le petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses voilà, qu'il Oui, faut. mais d'un autre côté, tu vois, j'ai accompagné une dame l'autre jour qui me dit, il faut que vous m'aidiez sur, j'ai des compulsions alimentaires à 18 heures. Ok, vous avez des compulsions alimentaires à 18 heures, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe, etc. Déjà, moi, je mets un cadre très serré parce que j'accompagne pas sur la perte de poids, moi personnellement. J'accompagne sur le fait de trouver la paix dans sa relation à l'alimentation. Ça, c'est C'est ok pour ça. moi, mais pas dans le... Mon objectif, c'est de perdre 20 kilos. Non, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. J'entends la souffrance qu'il y a derrière et j'accompagne la souffrance qu'il y a derrière. Ça, c'est OK. Par contre, j'accompagne pas sur le fait d'aboutir à ça. Et cette dame-là me dit, ben ouais, mais à 18 heures, je fais des crises de compulsion, puis on creuse un peu. Bah ouais, mais le midi, tu comprends, je mange une salade et puis après, je mange parfois un yaourt zéro, mais bon, pas toujours parce que quand même, hein, ça fait un yaourt en plus, donc voilà. Et OK, tu dînes à quelle heure le soir? Bah, oh, pas avant 20h45, 21 heures, parce que mon mari n'est pas rentré. Bah ouais, mais OK. Donc, du coup, en fait, tu demandes à ton corps le fait de ne pas manger entre midi et demi et 21 heures, qui est Mhm. quasiment la durée d'une nuit. Quasiment 8 heures. Est-ce que c'est complètement OK, ce truc-là? Est-ce que Et tu ne oui. crois pas que tu aurais faim? Tout simplement. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup, en fait, c'est pour ça que, comme je t'ai dit dans mon parcours, j'étais diététicienne et c'est après, je me suis mise à l'hypnose. Et quand je me suis mise à l'hypnose et que j'ai eu beaucoup de coups de fil, j'ai eu des coups de fil également de gens qui me disaient, OK, non, la diététique, ça m'intéresse pas, je veux des rendez-vous hypnose. Et j'ai fait l'erreur débutante d'accepter ces demandes-là et d'aller immédiatement travailler avec l'hypnose. Mais tu as raison, je vais vraiment caricaturer. Si en gros, à cette patiente en hypnose, on disait à son inconscient, bon, arrête de la faire bouffer à 18 heures, c'est pas bien. Je caricature, hein, c'est évidemment pas ça que je fais en hypnose, mais pour qu'on comprenne. Mais que là, l'inconscient dit, mais attends, t'es gentil, la glycémie, elle est dans les choux. Donc lui, bien évidemment que son objectif, c'est de faire remonter la glycémie pour sauver la patiente. Donc elle va dire, moi, je m'en fous de ce que tu es en train de me dire. Moi, ma priorité, c'est que la glycémie remonte, donc elle va manger. Donc évidemment. Et donc c'est là où j'ai dit, non, là, stop, ça suffit. On va poser un cadre. Chez moi, je suis une diététicienne qui pratique l'hypnose. Je travaille sur notre comportement alimentaire. Mais la partie que je te dirais diététique, encore une fois, c'est plus pour déshypnotiser. C'est-à-dire, pourquoi ta patiente fait ça? Parce qu'elle a en tête que les féculents font grossir. Non, ils ne font pas Exactement. grossir. Ça doit être la base de notre alimentation. Oui, je dois manger des féculents midi et soir. Parce qu'il y a quelque chose, on est beaucoup plus aujourd'hui dans une alimentation de qu'est-ce que je dois manger plutôt que j'ai envie de manger quoi. Exactement. Voilà. Donc, encore une fois, un couscous, une tagine, des lasagnes, ce sont des plats équilibrés qui peuvent être nos plats du quotidien et qui ne nous feront absolument pas grossir. Donc, elle va se restreindre, même gustativement, même dans le plaisir, et à un moment, le plaisir est super important, en mangeant sa salade, en mangeant quelque chose d'aseptisé, quelque chose qui n'a pas de goût ou quoi. Bien évidemment, le cerveau va être en recherche et de plaisir et de glucides complexes par les féculents et de tout ça, et on va avoir des compulsions. Et si tu vas direct sur les compulsions, ça ne le fera pas. Donc l'intérêt de déshypnotiser par de la diététique avant, c'est pour ça que c'est une problématique qui est sérieuse, le poids, et qu'effectivement, c'est important d'être bien formé. Et pas que sur l'émotionnel, pas que sur la psychologie du comportement alimentaire, mais peut-être effectivement aussi sur le côté plus nutrition. Et encore une fois, voilà, diète éthique, je sépare j'en ai fait un jeu de mots qui me tient à cœur, tu as compris, et c'est important parce que beaucoup de compulsions n'ont rien à voir avec l'émotionnel, elles viennent derrière d'hormones qui vont être lancées par rapport à ta glycémie, donc aucun hypno ne pourra avoir un résultat sur une hormone, ça c'est pas possible. Donc en un, il faut remettre une alimentation cohérente
Là, encore une fois, des frites, les ados, par exemple, qui mangent des frites, c'est l'alimentation de l'ado, on est obligé de faire avec. C'est normal, c'est une phase de transition. Ils mangent au fast-food, c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Ça, on ne le change pas. Mais voilà, remettre une alimentation cohérente pour être sûr qu'on ne soit pas embêté par des hormones et derrière, travailler. Et effectivement, si tu remets quelque chose de cohérent à ta patiente le midi, honnêtement, 80% des compulsions vont partir. La majorité sont hormonales. Et le 20%, tu pourras faire un travail ciblé en la connectant à l'émotion à ce moment-là. Et là, tu es sûr d'être sur l'émotion et pas sur l'hormone. Donc, on est dans un travail beaucoup plus affiné. Oui, et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur le côté. Et si je m'écoutais un peu, c'est quoi ma faim? Et ouais, C'est OK de manger une salade si j'en ai envie à midi et peut-être avec plein d'huile d'olive et de vinaigre et peut-être un peu de moutarde parce que ça me fait plaisir et plein d'épices parce que j'aime ça, mais pas parce que je dois le manger c'est en ça. fait. Et c'est de revenir à ce truc-là. C'est quoi mon besoin là maintenant? Et mon besoin peut-être c'est d'avoir un bout de pain pour saucer ou alors du quinoa ou alors j'en sais rien. Qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là? De quoi j'ai besoin? Et en fait, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là plutôt avec ma cliente, c'est-à-dire plus dans l'idée de connecte-toi à ce que tu veux. Et je Tu fais as raison. pareil avec les ados. Mm, Mais mm. pour revenir à la problématique des ados, c'est qu'on a Ouais, vraiment une vision du poids, tu sais, très noire ou blanche, quoi. C'est soit je suis grosse et que je suis plus grosse que les copines et c'est compliqué, soit je suis pile poil comme il faut et surtout, je veux pas prendre un gramme parce que moi, j'ai l'impression de me sentir énorme. On a un petit peu ce truc-là et c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui, je pense, les mamans, les mamans et les papas, et sans faire de généralité quelle qu'elle soit, la peur des parents vient encore amplifier ce truc-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, à quel niveau est-ce que ça se situe dans l'accompagnement de la famille, en fait, du système? Parce que clairement, le système a un impact sur le jeune. énormément. Donc ça va beaucoup dépendre de quel âge a le jeune en question. Quand tu es sur vraiment plus l'enfant, on ne peut pas rendre un enfant responsable uniquement de son poids et de tout ce qui va se jouer autour. Donc, chez le jeune enfant, en un, je reçois les parents, la famille, pas l'enfant directement. Et plus tu arrives vers l'adolescent, comme on disait, il est dans cette phase où il construit sa vie et donc c'est lui qu'il faut voir. Donc selon l'âge, ça va pas du tout être la même chose. Et à l'adolescence, il est même très important en fait dans cette problématique-là d'éloigner les parents, entre guillemets, hein, les éloigner de l'alimentation. Parce que c'est-à-dire, tu as un ado qui est pas très bien dans sa peau, et puis, bien sûr, tu as mis en avant les mamans, et bien sûr, souvent, hein, dans les problématiques poids, parce que les filles sont plus impactées dans l'image du poids que les garçons. Et donc, si tu es une maman et que tu as mal vécu, toi, ton adolescence, parce que te trouvais un petit peu ronde ou quoi, tu vas encore plus transmettre de l'anxiété à ta fille là-dessus, beaucoup plus si c'est une fille que si c'est un garçon également. Et donc, ta jeune fille se plaint de son poids et à côté, tu la vois manger un steak frites le midi dans le snack en face. Et tu auras un comportement bien souvent relativement naturel de, ben oui, mais regarde, t'es pas cohérente, quoi. Et du coup, il va y avoir un conflit très rapide. Or, il faut comprendre que vraiment la phase ado, il y a toute une évolution du rapport psychologique de l'enfant depuis la naissance jusqu'aux 20 ans. Imagine tout ce qui s'est passé. On a été nourri in utero, alimentation en continu sans aucune sensation de faim. On sort, l'alimentation est coupée et mise en alternance. Il y a déjà des petits-enfants qui ça ne le supportent pas, ainsi de suite. Puis on passe à la cuillère, au purée, au mixé, au morceau. Tu te rends compte tous les changements qu'il y a. Nous, après, ma foi, adulte, on n'a plus de changements comme ça. Donc, il y a un changement énorme qui se passe en très peu de temps. Et l'adolescence, eh bien oui, c'est normal. C'est le comportement de l'adolescence. C'est le moment où il est attiré par tout ce qui, entre guillemets, n'est pas bon. C'est le moment où il va dans la cigarette. C'est le moment où il va dans l'alcool. C'est le moment où il va dans les sports à risque, roller, skate, j'en sais rien, des sports un peu plus dangereux que natation, je ne sais pas. Et ça, c'est une partie de son développement psychologique et c'est totalement normal. C'est la phase de transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Et là-dedans, l'alimentation en fait partie et c'est tout à fait naturel et normal. Ça fait partie de son développement qu'il aille dans une nourriture qui n'est pas healthy.
il est attiré par le non-healthy à cet âge-là. Et donc, oui, il va aller dans le steak frites à outrance, dans le soda, dans le Red Bull. À un moment, tu vois, le Red Bull avait été interdit. À partir du moment où la France l'a interdit, tu avais la Belgique et l'Espagne qui continuaient de le vendre à frontière. Leurs ventes ont explosé parce que ça devenait un produit interdit. Alors, le Red Bull a tiré. Donc, cette alimentation-là, elle est normale. Et c'est aussi une alimentation à l'inverse de l'alimentation que me proposent mes parents. Et c'est normal. J'avais vu un psychiatre qui avait dit que la crise d'adolescence, c'était pathologique quand il n'y en avait pas. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je trouve que ça aussi, ça y va avec. Ouais. Donc, c'est normal. Et du coup, le parent, en revanche, lui, il va vouloir que son enfant mange sain pour qu'il perde son poids. Et non. Et on peut trouver son poids et être bien dans sa peau et revenir à son poids de forme en mangeant également des frites et des snacks avec nos potes. On ne va pas demander à ses enfants de prendre une salade à McDonald's, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut éloigner les parents et bien leur dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, l'alimentation, c'est entre votre enfant et moi. Vous en mêlez plus. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, il va falloir en fait les éloigner à cet âge-là, alors qu'il faut vraiment les impliquer sur des âges plus petits. Ouais, donc en fait, si je résume, si j'ai bien compris, quand tu es sur des âges plus petits, tu impliques les parents et tu leur expliques l'idée d'accompagner ton enfant et puis d'écouter ses besoins aussi et de l'accompagner dans ce cadre-là à, à, j'allais dire, déshypnotiser, à Oui. dédramatiser, tous les dés qui peuvent venir En fait, dans leur si je peux me rapport à permettre l'alimentation. de te couper, Ouais. parce que pour moi, c'est super important justement cette phase-là. Aujourd'hui, avec la peur d'avoir un enfant en surpoids, donc les parents ont cette peur-là, comme tu as pu le dire, dès qu'il va y avoir un petit peu de rondeur ou quoi, c'est un peu panique à bord et des parents vont m'appeler. Et donc me disent, voilà, mon enfant, j'aimerais que vous le voyiez. Ok, quel âge il a? 8 ans, d'accord. Est-ce qu'il en a fait la demande? Bien souvent, non. Est-ce qu'il a prononcé une phrase sur son poids? Est-ce que lui, il a dit qu'il n'était pas bien? Non. OK. Et là, je crois que c'est la pire des choses à faire que d'amener son enfant voir, alors encore pire moi que nos confrères hypno, une diététicienne. C'est encore pire. Parce que qu'est-ce qui s'ancre dans le cerveau de l'enfant? Maman me trouve grosse. Et à partir de là, c'est foutu. Là, c'est un chemin tout droit tracé qu'on a ouvert à l'enfant, lui a mis une image devant les yeux. Maman me trouve grosse, il va y aller droit dedans. Donc ça, c'est la pire des erreurs à faire. Donc j'essaie de l'expliquer avec bienveillance aux parents au téléphone en disant, écoutez, venez. Moi, je vous accompagne autour de ça. Et là, mon objectif, c'est de rassurer le parent, d'analyser les courbes. Ça, je peux le faire pour voir s'il y a problématique ou pas. Et bien souvent, il n'y a pas. Et pourtant, on m'a quand même appelé. Et d'apprendre aux parents comment je vais guider mon enfant. Mon enfant, il faut qu'il entende parler de la faim, tiens, parce que souvent beaucoup, même là-dedans, vont par exemple forcer l'enfant à manger un fruit en dessert, parce que les fruits, c'est bon pour la santé, parce qu'il faut 5 fruits et légumes par jour. Mais l'enfant, à la fin du plat, il a dit, j'ai plus faim. Et on le force à manger son fruit. Ben, c'est 120 calories qui vont finir en stock et il va avoir des problématiques poids. Et ce même parent le fait parce qu'il ne veut pas de problématiques poids, tu vois. Donc, et depuis que je fais ça, j'ai de bien meilleurs résultats sur les enfants que je n'ai jamais vus en consultation, mais en accompagnant les parents. Voilà. Ouais. Et c'est surtout que je ne veux pas que l'enfant entende parler, même si c'est pour amener chez un hypno. Tu imagines le parent, il va dire, bon, là, tu as un peu des rondeurs, je vais t'amener voir quelqu'un. Et c'est juste affreux. Alors attention, je dis si votre enfant, il ne faut pas ignorer la souffrance de l'enfant. Et je dis si à un moment vous voyez que vous allez faire par exemple les magasins avec votre enfant et votre petite fille par exemple et que en sortant de la cabine, elle tire un peu sur le t-shirt pour cacher un peu, on voit qu'elle fait une sale tête, elle n'est pas bien ou alors en ce moment il y a piscine à l'école et puis elle veut pas trop y aller, on voit bien qu'il y a. Alors là, d'aller lui demander qu'est-ce qui se passe ma chérie? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va Mm. pas. Dis-moi, tu peux me dire comment tu te sens? Je vois sur ton visage quelque chose. D'amener l'enfant à verbaliser je suis pas bien et à partir de là de dire d'accord, j'entends. Moi, ma chérie, pour moi, tu es magnifique. Il n'y a aucun problème. Ce que je ne veux pas, c'est que tu aies ces émotions-là qui ne sont pas très positives pour toi, qui te rendent triste. Alors, si tu veux, je vais t'amener voir une dame, un monsieur, qui peut être donc uniquement hypno, hein. Je vais t'amener voir quelqu'un qui va pouvoir travailler sur tes émotions. Mais à aucun moment, on ne va te dire, je vais t'amener voir quelqu'un qui va te faire perdre ton poids. Non, qui va te faire travailler pour que tu sois bien. Et je te rejoins quand tu parlais de comment tu accompagnes. La
la porte s'ouvre en disant « je veux perdre du poids ». Les gens viennent nous voir en disant ça. Mais tu as raison, ça c'est l'ouverture de la porte. Et puis notre travail est de travailler à les accompagner à se libérer de ce comportement alimentaire, à se libérer des injonctions, à se libérer de leur histoire de vie. Et là, naturellement, ils vont retrouver leur poids de forme. Ça me laisse dubitatif, tu vois, mais c'est exactement ça. Ça me parle bien ce que tu dis. J'aime beaucoup. OK. Et donc, ça, c'est quand tu accompagnes les parents quand les enfants sont plus jeunes et quand Ouais. on arrive sur un âge plus ado. Oui, ou même plus jeune. À partir du moment où il y a une émotion négative, il faut accueillir l'enfant. À partir du moment où il y a une tristesse, où il y a un mal-être, il faut au plus tôt accueillir l'enfant. Et donc, d'abord, je vois les parents pour bien pouvoir cerner, pour que le parent soit libre aussi, je crois, d'avoir cet échappatoire et de prononcer les mots qu'ils ont envie de prononcer sans qu'il y ait l'enfant. Alors ça, c'est ma carte. C'est des retours de consultation qui ont pas été très agréable ou des parents qui demandent à l'enfant, tiens, soulève ton t-shirt, la dame, elle voit pas bien, là, t'es bourrelé, voilà, c'est du vécu très souvent. Donc la violence, c'était très dur. Donc je préfère que le parent sorte ces mots-là et qu'il n'y ait pas l'enfant et qu'on en parle bien et qu'il vide. Donc je crois que ce temps-là est important et je cadre avec eux sur qu'est-ce que j'attends d'eux. Donc, en tant que parent, il y a tout de même une responsabilité de leur part d'avoir une alimentation cohérente, parce que j'ai également eu des parents qui arrivent, et je suis navrée des mots que je vais utiliser parce qu'ils ont été dits en mon cabinet, je vous l'amène, il mange que de la merde. L'enfant avait 5 ans. Il faudra juste m'expliquer. Voilà. Donc, désolé, mais notre rôle de parent est de prendre soin de nos enfants. Donc, il faut impliquer le parent. On ne peut pas demander à un enfant, et cet enfant est accompagné également de son papa, qui me dit que quand je demande si l'enfant fait du sport, si le week-end il va promener, il me dit non, il fait que de la Switch toute la journée à 5 ans. Donc là, j'ai un peu recadré la famille et si madame prenait le temps de cuisiner avec son enfant et proposer d'autres choses, et si monsieur avait acheté un vélo et le week-end était sur la voie verte, ben, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et cet enfant subissait vraiment un matraquage de réflexion très désobligeante de ses parents. Il était entre les deux, il se courbait de plus en plus et il pleurait en silence où tout était de sa faute. Et non, c'est familial. Donc, c'est de là que m'est venu que d'abord, je reçois les parents pour bien tout prendre et analyser et voir comment je fais par la suite. Et s'il me parle que l'enfant est revenu de l'école en pleurant ou autre, là, oui, je veux voir votre enfant au plus tôt. Mais avec lui, je vais voir les émotions. Je ne vais pas parler à un enfant de 8 ans de comment on va faire cuire une poêlée d'aubergine. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. OK. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une recherche du corps parfait. Tu sais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que ce soit avec Internet, que ce soit avec les magazines, que ce soit avec les réseaux sociaux et avec tout ça, où on met en valeur un corps particulièrement joli et harmonisé selon la vision des choses. Moi, personnellement, j'aime énormément rappeler que Marilyn Monroe faisait un 44, hein, et que Oui. dans les années 50, c'était une des plus belles femmes du monde, clairement, et qu'aujourd'hui, on a effectivement cette recherche du corps parfait qui est assez omniprésente chez les jeunes et chez les très jeunes. Aujourd'hui, c'est une vraie question pour moi. Comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dessus? Tu as totalement raison et c'est assez terrible parce que c'est une évolution de la société. Tu as raison en donnant cet exemple de Marilyn Monroe. Moi, une fois, j'avais été surprise parce que mon arrière-grand-père était artiste peintre et peignait beaucoup des nus et des femmes qui sont absolument magnifiques. Et si tu vois leur corps, une femme, ça a des hanches. On enfante quand même et c'est fait pour à la base. Ça a de la poitrine, ça a des cuisses et aujourd'hui, ce qu'on nous propose est loin du corps, entre guillemets, normal même, hein, d'une femme, effectivement. Et donc, on est de plus en plus impacté. Et même les classifications d'IMC ou autres, donc indice de masse corporelle, c'est bien joli, mais même médicalement, on en revient de ça, parce que l'IMC, c'est fait avec des statistiques pour le risque de développer des pathologies secondaires liées au poids. Mais en fait, on se rend compte également, les IMC ne prennent absolument pas en compte notre génétique. Et on ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de notre génétique. Et malheureusement, on n'est pas tous faits pour faire 50 kilos. Et ça rentre pas dans les IMC. Et on s'est rendu compte que si tu es né pour avoir une certaine génétique, un certain poids, tu as le cardio pour ce poids-là, tu as l'ossature pour ce poids-là, et il n'y aura pas de développement de pathologie secondaire, tu vois. Donc, effectivement, tout ça, ça ne prend pas
en compte. Et dans l'accompagnement, il faut petit à petit amener l'ado à ce qu'ils comprennent qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement alimentaire. Encore une fois, cette recherche d'identité, parce que bien souvent, dans l'objectif qu'ils te donnent, ils vont donner un objectif poids au début. Et comme tu disais, après, on travaille tout autour. Mais souvent, ils vont te dire, j'en ai encore une ce matin, mon objectif, c'est 50 kilos. Très bien. Et là, t'en fais combien? 51,4. OK. Et ça, je suis sûre que tu l'as eu plein de fois. D'accord. Et ah, là, OK, t'es comment avec ce 51,4? Ah, c'est l'horreur, machin. On va te faire toute une liste négative de tout ça. OK. Et à 50, oh, ce sera parfait, ce sera la vie merveilleuse et tout. OK. Donc, 1 kilo, qu'est-ce qui nous dit que quand tu auras atteint ce 50 kilos, tu seras tout ça que tu m'as écrit? Et petit à petit, les années à se rendre compte du ridicule. Et on n'est pas un poids sur la balance. Tu as même des images qui passent sur les réseaux sociaux, tu sais, où elles sont toutes au même IMC. Et pourtant, on n'a que des physiques différents. On n'a pas tous la même ossature, pas tous la même musculature, pas tous la même taille. Et ça ne donne pas du tout la même chose. Et je crois que derrière tout ça, c'est juste... Mais le poids, c'est comme si tu as mal à la tête et que tu prends tous les jours un Doliprane. À un moment, il va falloir aller voir derrière. Alors, la génétique du surpoids et de l'obésité est très faible, hein, il y en a très peu. Donc, la majorité de nos accompagnements sont effectivement des jeunes qui vont être en surpoids ou quoi. Donc, comprendre pourquoi ce surpoids s'est mis en place. Qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché à te protéger, il a cherché à t'affirmer, il a cherché à te donner du réconfort, une sensation d'amour, de chaleur. Qu'est-ce qu'il y a eu à réconforter sur ça? Et le jour où je m'aime, et je crois que c'est ça l'objectif de nos accompagnements, le jour où je m'aime, où je sais qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les valeurs que je veux transmettre, quel est le chemin que je veux commencer à avoir et qu'est-ce que je veux au bout du chemin. Mais là, le poids, il y aura plus de problème et il s'envole et tu arrives au poids que tu dois arriver. Et pour moi, la balance, on la balance, comme on dit. Il faut la jeter. J'ai 2 enfants, j'ai toujours refusé. Ils ne sont jamais montés sur une balance. Je ne sais pas quel poids ils font. Ils ne le savent pas, ils ne le sauront jamais, sauf s'ils veulent le savoir. On a eu cette discussion une fois. Ça veut absolument rien dire. Et si on fait confiance à nos sensations de faim, de plaisir, d'envie, le poids qu'on doit faire, on le fera. Et quand on va trop dans l'alimentation ou autre, voilà, c'est qu'il y a une émotion. Alors, on va travailler sur cette émotion, mais le poids ne veut rien dire. Il faut apprendre à se détacher de ça. Ouais. Ouais, merci beaucoup pour tout ce point, enfin ce point sur tous ces sujets, c'est vraiment important. Juste un rappel à faire par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est que ça ne concerne pas les pathologies. C'est-à-dire enfin, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas creusé sur tout ce qui est troubles alimentaires, problématiques de cet ordre-là, qui fera partie, je pense, d'un autre podcast, même s'il y en a déjà eu un, mais on pourra en reparler différemment. Et si tu es d'accord, Émilie, on en reparlera toutes les deux. Avec grand plaisir. À l'occasion. Je te remercie sur ce thème par rapport au surpoids et à la relation à l'alimentation des jeunes. Je te propose qu'on passe au quiz de fin. Allez. Tu sais, c'est ce quiz qu'on pose les questions que je pose à tout le monde de manière à voir un peu comment on travaille, comment on fonctionne. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc que tu te disais au départ, non, ça, je le ferai pas. Et en fait, alors ça me fait rire parce qu'il y a un truc qui me vient immédiatement, c'est de dire beaucoup de gros mots. génial. D'être plus, je dirais différemment, je dirais être beaucoup plus soi, notamment en formation d'hypnose où tu vois, on t'apprend à avoir la voix basse, la posture, ce ton très monotone. Et en fait, au fil des accompagnements, je suis dans quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus en lien avec la personne qui est en face de moi. Beaucoup, effectivement, s'adapte beaucoup aux jeunes et à son langage. Donc, c'est là où je vais parfois dire beaucoup de gros mots et m'affaler dans mon siège. Et voilà, beaucoup plus de spontanéité. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? Tu sais, quand tu as commencé tes formations en diététique ou bien en hypnose et où tu ne savais pas forcément où tu allais, même si c'était visiblement le fil était déjà bien tiré, mais qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? Honnêtement, pas grand-chose. Ça peut paraître, je ne sais pas, prétentieux ou autre. Non, pas grand-chose, parce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours eu assez tôt, grâce notamment à ce thérapeute, donc c'est important quand même pour moi de le dire, c'est
confiance en moi. Alors attention, hein, pas confiance au point je suis extraordinaire, formidable, et voilà, non, mais confiance en moi, c'est-à-dire de savoir qui je suis. Et ça, c'est grâce à lui, avec mes points forts et mes points faibles. Donc, je me noie dans un verre d'eau, si je pourrais lui dire, fais un effort sur ta compta, mais je pourrais encore me le dire aujourd'hui et le mois prochain, je pense, j'y arriverai toujours pas. Voilà, ce serait la seule chose. Et donc, non, juste se faire confiance. Et oui, autour de moi, j'ai pu, de ma famille, avoir des mots justement sur ce côté que j'ai toujours eu de changer constamment de métier, de faire des milliards de formations, d'aller à droite, à gauche. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc, ça m'a posé problème, effectivement, qu'on me fasse ces remarques. Mais j'ai suivi mon instinct, je me suis fait confiance. Là-dedans, il y a eu des choses positives et négatives, mais même les choses négatives, comme on dit en hypnose, il n'y a pas d'apprentissage négatif, il y a juste du feedback. Donc, en fait, là-dedans, j'ai compris qu'est-ce que je ne voulais pas et qu'est-ce que je voulais. Donc, tout a été vraiment... Il y a un chouette parcours à partir du moment où je me suis trouvée. C'est chouette. Est-ce que tu as tendance à déléguer parfois? Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu te dis, non, là, ça, je ne peux pas faire ça toute seule, il faut que je fasse ça Enfin, voilà, je ne peux pas l'accompagner toute seule. Oui, énormément. Et si tu veux, je vois un peu l'être humain comme un puzzle où on a plusieurs corps, je dirais. On a notre corps, enveloppe, il y a nos organes à l'intérieur, il y a notre ossature, il y a le mental très cérébral, on est dans le contrôle, il y a la partie inconsciente, il y a l'imaginaire et ça, c'est ma carte et c'est un peu comme ça que je divise. Donc, quand je travaille avec la diététique, je peux faire des schémas de biochimie. Le jeune qui a 17 ans, je peux pas lui dire il faut que tu manges légumes, féculents, protéines, ça a un impact zéro. Mais en lui disant regarde, quand tu manges ça, tu vois, ça agit sur tel organe, tu produis telle hormone et tu vois comment tu es au niveau comportemental. Et là, ah ouais, dingue. Alors que quand tu manges ça, tu vois qu'il en arrive à faire ses propres tests. Ouais, là, je me sens bien. Donc, la compréhension. Donc là, tu vois, je vais jouer sur la partie scientifique que j'ai. Donc, je sais que je travaille avec d'autres hypnos qui me demandent de faire cette partie-là. Et moi, je les respecte en tant qu'hypno. Et eux font la partie hypnose dans ce même accompagnement autour de cette même problématique, tu vois. Donc, cette double casquette me permet de prendre cette partie cérébrale et l'hypnose, la partie plus inconsciente et émotionnelle. Et puis, ça, c'est ma carte. J'estime que ces émotions et tout ça, elles ont aussi impacté. Elles ont laissé des traces dans ton corporel, dans tes organes, dans tes fascias, dans tes tissus, dans ton ossature. Et ça, moi, je ne sais pas l'atteindre. Donc ça, je travaille beaucoup, par exemple, avec la kinésiologie qui, je trouve, l'atteint énormément, avec l'énergétique, le magnétisme. Donc, pareil, j'ai des contacts là-dessus. Bien évidemment, quand on est dans des choses plus complexes, donc comme des troubles du comportement alimentaire, je travaille aussi avec des psychiatres et on est pluridisciplinaire. Parfois, quand tu accompagnes des jeunes, même aujourd'hui, ils sont de plus en plus ouverts, de plus en plus éveillés, de plus en plus dans la spiritualité également. Et c'est pareil, le jour où vraiment tu as une valeur spirituelle qui te porte, mais c'est quoi la bouffe à côté de ça? Tu t'en fous totalement, ça perd de son sens. Et là, tu reviens à quelque chose de très naturel. Donc, pareil, je travaille avec des confrères qui font vraiment de l'hypnose spirituelle quand tu sens que tu peux amener la personne dans cet axe-là. Ok. Est-ce qu'il y a 3 choses, situations, données, vérifications qui sont essentielles pour toi dans un accompagnement d'un ado? Tu sais, des choses qui sont pour toi essentielles à vérifier, soit avant, soit pendant. Comment tu Et fonctionnes? ouais, alors, le premier point essentiel à vérifier pour toute personne qui va accompagner dans une thématique de comportement alimentaire et de poids, c'est quel est le poids génétique de la personne en face de moi. Alors ça, tu me diras, mais on n'a pas tous les connaissances pour ça. Euh, effectivement, mais je crois que c'est une problématique sérieuse et qu'il faut se former sérieusement. Parce que si la personne, l'ado en face de toi, te dit depuis petit, j'ai des problématiques poids, qu'est-ce que tu en sais qu'il n'est pas à son poids de forme? Et chercher à lui faire perdre du poids, c'est encore lui remettre, je suis incapable, je suis nulle, moi, j'y arrive pas, et le remettre dans une situation d'échec, alors que c'est peut-être son poids génétique, et que là, l'accompagnement qu'il faut que tu fasses, c'est un accompagnement d'accepter cela et de travailler sur ses valeurs et de trouver là encore qui il est et comment être positif là-dedans. Donc pour moi, ça c'est essentiel.
de le vérifier. Très peu même de professionnels de santé le vérifient malheureusement. Alors j'ai la chance d'avoir cette formation, parce que j'ai un DU en nutrition pédiatrique que j'ai fait dans un deuxième temps. Donc dans la première phase, tu vois, je l'avais même pas. Et là, même chez l'adulte, du coup, je le vérifie bien évidemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je forme et j'explique ça aux hypnos que je forme, parce que pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est le premier point à vérifier. Le deuxième point à vérifier important, c'est effectivement de ne pas être focus sur le poids, de bien penser à comment on dit, le caillou qui cache. Non, j'ai toujours du mal. L'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ou alors une image qu'on voit bien, c'est l'iceberg. Tu vois, je dis souvent perdre du poids, comme ils sont dans leur demande. Les jeunes, ils veulent perdre du poids. Très vite aussi, je vais leur expliquer, je vais leur faire ce dessin. Et s'occuper du poids, c'est s'occuper de cette face visible de l'iceberg. Leur faire perdre du poids, c'est couper cet iceberg là, le faire fondre là. Mais tant qu'on ne s'est pas occupé de la base, de ce qui a caché dessous, ça va repousser. Donc, ok, on a entendu, c'est le poids, mais en fait, le problème, il est jamais là. Donc, c'est bien de ne pas se focaliser là-dessus, mais d'aller bien voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, toujours en positif, et de pas trop, ce mot n'existe pas, mais j'en ai pas trouvé d'autres, pathologiser. Je ne sais pas si tu vas me comprendre. C'est-à-dire que je trouve, tu me parles tout à l'heure de ta patiente qui a des compulsions. Je trouve qu'on met trop de pathologie, de pathos là-dedans, qu'on en fait des caisses et que, en fait, plus tu vas accentuer ça sur le côté pathologique, des pulsions, des compulsions, plus tu vas en faire quelque chose de monumental, alors qu'en fait, on est tous humains et soyons très clairs, on a tous des compulsions de ce qui pourrait être appelé compulsion alimentaire, sauf que moi, j'appelle ça me faire du bien. Quand un soir, je rentre d'une sale journée, j'ai envie d'une tartine de Nutella, ben, je me fais du bien, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'est très important que tout le monde ait en tête que ça, c'est humain. Si tu veux bosser et enlever la totalité de ça, ça veut dire que tu enlèves la part humaine et ça va se répercuter sur autre chose. Je suis fan de ce que tu es en train de dire clairement parce qu'en fait, c'est un truc qui revient assez régulièrement. Tu sais, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est le truc que quand on lit une description, ça nous correspond forcément. Et quand on est dans une problématique alimentaire, très souvent, ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est plus facile de se dire que c'est une pathologie que de se dire, bah ok, je peux aussi vivre avec. Et puis c'est peut-être aussi une partie de moi. Et puis peut-être que enfin, tu vois, comment dire, c'est un peu comme s'il se déresponsabilisait, tu vois, il y a une notion un peu de, c'est pas moi qui le vis, c'est ma pathologie, tu vois. C'est un espèce de truc extérieur qui vient de dire, non, mais c'est ces compulsions-là qu'il faut traiter. Moi, je vais très bien, c'est juste ces compulsions, tu vois. Effectivement. Et tu as raison, et c'est souvent ils le font de façon inconsciente, Bien mais sûr, effectivement, en disant que c'est une pathologie, généralement, il y a un médicament. Et donc, on c'est vient ça. chercher l'hypnose ou quoi pour régler ça, mais c'est sur c'est une philosophie de vie, en fait, sur laquelle il faut travailler. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de problème à l'alimentation, il n'y a pas de C'est problème ça. à notre comportement. Il faut se réconcilier avec tout ça. C'est ça, c'est tellement important en fait de réaliser que notre corps, il nous veut du bien et que dans tous les Ouais. cas, c'est C'est ça lui qui a la l'objectif, quoi. solution. C'est donc aucun régime qui te dit de peser, aucun régime c'est tel aliment à telle heure. Non, c'est notre corps qui a la solution. Il nous envoie tous les signes, il faut l'écouter, même les envies. C'est généralement, voilà, des fois ça peut t'arriver d'avoir envie d'un steak hyper saignant. C'est que ça doit faire bien 10 jours que tu n'as pas mangé de viande et que tu as un besoin de renouveler tes globules rouges. Il y a plein d'exemples comme ça. Il faut se faire confiance. Ouais. Tout à fait. Ça marche avec la burrata dont j'ai envie tous les jours en ce moment? Non. Alors, peut-être avec tomate mozza, ça va plutôt bien en ce moment, cette saison, effectivement. Je te donne un exemple tout bête, mais la dernière fois, une patiente me dit ça, effectivement, et tu vois, souvent, ils focalisent sur ceux qui considèrent être nocifs, comme par exemple les compulsions. J'aime bien leur faire des fois compter. OK, ça se compte sur une semaine, vous en avez combien en une semaine? Et puis, faire vite fait un ratio où on mange trois fois par jour en moyenne, matin, midi, soir, que multiplie 365 jours, on a 1000 repas à l'année. Et tu fais le calcul, allez, sur ces 1000 repas, tu as 100 compulsions. Tu crois vraiment que c'est les 100 compulsions qui posent problème. Donc, tu vois, c'est peut-être aussi ton quotidien finalement. Et c'est plus facile de travailler sur les 900 où tu vas bien que sur les 100 où émotionnellement il y a quelque chose. On y travaillera aussi. Mais Non, d'abord, on va mais déjà regarder les 900, quoi. Non, mais ma Tu vois? burrata, c'est complètement OK, hein, tout va bien. Voilà. Donc, Je ta vais très bien. burrata, là, c'est OK cette saison. Et puis, peut-être qu'au bout d'une semaine de burrata, tu en auras peut-être marre quand même. Ou Et ton pas. corps t'enverra sur autre chose.
Mais sinon, il n'y a pas. On verra bien. Mais on fonctionne tous un peu, et j'aime bien le rappeler, ce truc-là. Enfin, en tout cas pour moi et pour beaucoup, on fonctionne beaucoup par cycle. Tu sais, il y a C'est un vrai. moment, on a envie d'un truc et c'est probablement notre corps qui appelait ça par d'autres biais et qui a envie. Et puis un jour, ça se tarit un peu et on va manger plus d'autres choses. Et C'est c'est ça. OK. Ça fait Et c'est partie de OK. la vie. Et si en revanche tu es attiré, moi je dis souvent que par, entre guillemets, de la malbouffe à outrance, c'est qu'il y a un problème. C'est à un moment, à quel moment. Alors, des fois, j'aime bien faire des phrases choc un peu, quand je le sens, évidemment, hein, mais à quel moment tu t'es détesté au point de foutre de la merde tous les jours dans ton corps? Il y a un problème. Donc, c'est que là, il faut aller voir quelle est l'émotion derrière. Naturellement, une jeune maman a un enfant et a envie de lui faire de la bonne nourriture assez naturelle. Donc, comment ça se fait que tu n'as pas la même envie envers toi? Donc, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que pour moi, le poids, c'est en un, il faut s'aimer. Et le jour où je m'aime et je deviens la personne la plus importante pour moi dans ma vie, ça peut paraître mais non, c'est pas égoïste. C'est si moi j'atteins ça, mais c'est énorme pour les gens autour de nous. Donc, il faut se remettre en pole position et s'écouter, se T'as- faire confiance. OK. Émilie, c'est quoi ton actualité en ce moment? Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur quel réseau? Ton site internet? Tout ça, parce que tu nous as parlé de formation. Raconte-nous, tu fais quoi Oui, en ce moment? donc, comme je dis, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis en cabinet, que j'ai énormément de demandes. Donc, j'ai également pris 3 collaboratrices pour pouvoir répondre et nous bossons toutes les 4 uniquement sur cette demande de comportement alimentaire. Donc, c'est quelque chose qui est en demande et il y a de quoi vraiment travailler. Je suis une grande émotionnelle comme beaucoup dans ce métier et vraiment au fil des ans, j'ai été très impactée par la souffrance de mes patients, enfants, ados, adultes, tous confondus, et notamment de voir à quel point effectivement les messages entendus autour les avaient perdus dans cette relation à l'alimentation, qui pour moi est très facile. Et il y a, encore une fois, il n'y a pas de problème avec l'alimentation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je touche pas assez de monde. C'est devenu comme vraiment un message que je veux vraiment porter beaucoup plus loin, essayer d'aider au maximum de gens. Donc, à un moment, je me suis dit, je touche pas assez de monde. C'est là que j'ai pris des collabs pour arrêter de refuser tous les gens qui m'appelaient parce que je pouvais pas les prendre. Et donc, au moins, je leur ai donné à elles, je les ai formés, je leur ai donné. Et puis, de là est née l'envie des formations. Donc, de former d'autres hypnothérapeutes à cet accompagnement, donc à la diète éthique, à comment j'ai accompagné pendant 10 ans à toute cette expérience sur une seule problématique. Donc, il m'a quand même donné une expertise. Et puis, tous les ans, je fais des congrès de nutrition. Donc, en face de moi, j'ai toujours eu des psychiatres qui ont raconté des choses passionnantes, des études aussi de micro-trottoirs. L'INSERM en fait énormément pour voir comment évolue le comportement alimentaire des gens, la vision des gens. Donc, tout ça m'enrichit tous les ans. Donc, d'être spécialisé sur un seul domaine m'apporte une richesse, je crois, qu'aujourd'hui, je veux vous transmettre au maximum. Donc, je me suis dit qu'en formant, ben, j'allais toucher vous. Et je constate que je touche pas qu'une personne à ces formations, je touche toute sa famille et que derrière, beaucoup m'appellent, me disent, oh là là, c'est extraordinaire, merci, avec mes enfants, maintenant, c'est cool, on a retrouvé une liberté, une sérénité, on est bien, tout ça, super. Et puis, je touche vous, en fait, du coup, par vous, mais vous êtes formé, vous faites un super accompagnement bien précis, bien expert avec vos clients. Et ça touche leurs enfants. Et voilà, et ainsi de suite, boule de neige. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je garde toujours le cabinet pour toujours garder du terrain, mais le maximum de mon activité est centré sur mes formations. Donc que tu peux trouver sur le site diète, éthique, .fr et il y a mes formations, les dates de formation et les programmes. Je suis sur Facebook à mon nom, Émilie André, alors pour l'instant Émilie Fumé, mais prochainement Émilie André Fumé, sur Instagram également. Et j'ai sorti un livre au mois d'octobre, qui est un livre de pâtisserie et qui me tient à cœur parce que les gâteaux ne font pas grossir. J'y tiens. Sur la table, tu as des œufs, de la farine et du lait. Explique-moi quelle est la différence si tu manges du boulgour, un œuf au plat et un yaourt. C'est exactement pareil. Donc, j'ai sorti un livre de pâtisserie aux éditions Artemis, qui est dans toutes les librairies. Et je suis en train d'écrire un livre sur les besoins de l'enfant. C'est pas un mini-adulte. Il a des besoins spécifiques aussi, qu'il n'aime pas les légumes, c'est normal, ça ne correspond pas à ses besoins. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir avec plein de recettes et de trucs et astuces pour aider. Donc,
j'ai 3 livres en tête, ils ne sont pas encore écrits, il va falloir me laisser du temps, mais qui me tiennent à cœur parce qu'encore une fois, je veux transmettre au maximum. Donc, les formations, le cabinet et puis des livres. Génial. Quelle actualité, c'est fou tout ça. Ok, alors j'aime bien cette dernière question qui consiste à se dire, quelqu'un a 3 minutes, il écoute que les 3 dernières minutes du podcast. Qu'est-ce que tu as envie qu'il retienne? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent? Donc, sur le thème de cette émission où on est sur l'accompagnement des ados, j'ai envie qu'ils retiennent aussi des fois certains hypnos ont peur d'accompagner des ados et c'est vraiment un sacré bonheur, je trouve, d'accompagner des ados. Donc ça, je killais, c'est un super lien qui se tisse très souvent. Vraiment, c'est de les prendre comme des adultes, même s'ils ont 16 ans ou quoi, c'est un adulte. Ils ont toute cette capacité, ça bouge très vite et quel bonheur de voir aussi vite bouger, de le laisser venir avec son alimentation et bien évidemment avec encore une fois l'alimentation de l'ado qui est d'aller au fast-food avec ses potes et ça, c'est totalement OK. On l'accompagne sur ses émotions, sur trouver qui il est. Ce serait ça pour moi l'essentiel et de se former dans cette thématique. On reçoit beaucoup trop également d'adultes qui nous disent souffrir depuis qu'ils sont enfants de leur poids. Donc, je crois que c'est une problématique qui est très sérieuse, qui est lourde, certains diront, alors que non, elle peut être légère. Et pour ça, il faut vraiment bien se former. Donc, je vous invite évidemment, c'est pas parce que je fais des formations, mais c'est parce que c'est une thématique qui me tient à cœur. Formez-vous sur ces sujets. Formez-vous parce que des bêtises, on en entend. Donc, formez-vous et bien. Tellement, tellement. Merci beaucoup, Émilie, pour ce podcast. C'était très riche en apprentissage. Je pense qu'on en a tous appris. Et pour cela, merci de tout cœur. Merci beaucoup à toi, Émilie. À très vite. À très bientôt. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Croire en eux, le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.